Depuis 60 ans, le cholestérol est l'objet d'oppositions scientifiques féroces et de revenus industriels colossaux. Quels arguments, quelles forces nous conduisent à croire que le cholestérol est un nuisible colonisant nos artères? Comment s'est construit le dogme d'un cholestérol coupable alors qu'il est une substance indispensable à la vie? Dans les années 50, il y a eu cette vague de maladies cardiaques. De nombreux hommes dans la force de l'âge succombaient à des crises cardiaques et il y avait un véritable sentiment de panique dans le pays. Ces hommes, leurs pères n'avaient jamais eu ces problèmes, c'était un phénomène nouveau. En 1955, le président Eisenhower lui-même a eu une crise cardiaque et a été absent du bureau ovale pendant 10 jours. Il y avait un sentiment d'urgence à trouver ce qui causait ces maladies cardiaques. Il y avait des tas d'hypothèses, une déficience en certaines vitamines, la pollution, etc. Et puis Ancel Keys, qui était chercheur à l'université du Minnesota, a avancé l'idée que le coupable, c'était les graisses saturées. Quand le président Eisenhower a eu sa crise cardiaque, Keys est arrivé sur le devant de la scène parce que le docteur arrivé en avion pour soigner le président l'a immédiatement mis au régime sans gras et a déclaré que c'était son alimentation qui avait causé sa crise cardiaque et pas du tout le fait qu'il fumait comme une cheminée. À l'origine de l'hypothèse de Keys, il y a cette maladie, le xanthome, qui provoque des boules de graisse sous la peau, sur les paupières. Et ces dépôts sont pleins de cholestérol. L'idée était qu'il y en avait aussi à l'intérieur des artères et qu'ils en provoquaient l'obstruction. Donc le cholestérol a été en quelque sorte le premier démon pointé du doigt. Ancel Keys lance en 1958 une étude d'une ampleur inédite sur le terrain de 7 pays. Grèce, Yougoslavie, Italie, Pays-Bas, Finlande, États-Unis et Japon. Ancel Keys va faire une mauvaise science qui consiste à fabriquer des faits qui vont valider son hypothèse. Alors il publie une courbe. Alors vous voyez ici, vous avez un graphique. Là, ici, c'est le nombre de gens qui meurent. Et là, c'est la consommation de graisse dans les populations. Et alors, vous avez ici le Japon, l'Italie, l'Angleterre, l'Australie, le Canada, les USA. Alors quand vous regardez ça, vous vous dites, ah bah oui, en effet, plus on mange de gras, plus on fait d'infarctus, c'est facile, c'est prouvé. Oui, sauf qu'il a fait quelque chose qui n'est pas bien, c'est qu'il a sélectionné les données qui vraiment validaient son point de vue. Et en fait, quand vous regardez, vous avez d'autres pays. Ici, vous avez la France, qui a donc un taux d'infarctus qui est de niveau 1, je dirais. Ici, vous avez la Finlande, qui a un taux d'infarctus de niveau 7, alors qu'ils sont sur la même ligne de consommation de matière grasse. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas du tout avec l'hypothèse. Comment peut-on avoir un taux d'infarctus qui varie de 1 à 7, alors que vous avez la même consommation de matière grasse? Donc ça, ce n'est pas quelque chose qui valide le lien direct entre la consommation de matière grasse et le taux d'infarctus. En fait, il a illustré une maxime de Churchill qui disait « Je ne crois qu'aux statistiques que j'ai falsifiées moi-même ». Eh bien, en effet, Ancel Keys, il a un peu falsifié ses statistiques, c'est-à-dire qu'il a sélectionné les résultats qui alimentent son hypothèse. C'est de la très mauvaise science, ça se fait régulièrement. Il aurait fallu qu'il soit contesté, et il l'a été. Il a été contesté parce qu'il y a 2 statisticiens qui lui ont dit « Mais dites donc, c'est pas possible votre truc, vous avez juste sélectionné les données qui collent avec votre hypothèse, c'est pas de la bonne science », et donc ils ont publié une contestation des travaux d'Ancel Keys. Alors il l'a très mal pris, il a recueilli des fonds très importants, il s'est lancé dans une autre étude, cette fois-ci il a fait des dosages de cholestérol, et il publie l'étude des 7 pays, c'est-à-dire qu'il va cette fois-ci trouver une corrélation, un lien statistique entre d'une part le taux de cholestérol moyen des populations avec leur taux d'infarctus. Et de nouveau, il trace une droite avec des points qui semblent assez bien collés avec sa théorie. Le problème, c'est qu'il n'a toujours pas pris les 22 pays, il prend une sélection de pays qui vont bien avec sa théorie, et par exemple la France, elle dérange tout le monde, parce qu'on a un taux de cholestérol moyen qui est plutôt supérieur à la moyenne, et on s'obstine à être les champions du monde de non-infarctus. Et donc, par exemple, il n'apprend pas. Et donc, on est toujours dans cette manipulation des données, c'est-à-dire qu'on n'essaye pas de valider une hypothèse, on essaye de prouver que l'hypothèse est bonne en manipulant la réalité. Et ça, c'est très mal, et ça va embarquer
embarquer l'Europe, les pays occidentaux dans une guerre contre le cholestérol qui aura des implications énormes et qui n'est finalement pas fondée sur des choses solides. Les Américains ont fait quelque chose de très intelligent, ils ont pris une petite commune qui s'appelle Framingham et ils ont décidé de suivre tous les habitants, parce que c'était une ville où les gens ne bougeaient pas beaucoup, de suivre tous les habitants pendant 30 ans et d'analyser tout ce qu'ils mangeaient, tout ce qu'ils faisaient pour chercher des liens entre l'alimentation finalement et la survenue d'événements cardiovasculaires, ce qui aurait permis d'avoir des hypothèses. L'étude de Framingham a complètement confirmé que le tabac était une cause, que l'hypertension était une cause, que la sédentarité était une cause. Par contre, ils ont été très déçus, les investigateurs, de constater qu'il n'y avait aucune relation entre le cholestérol et le risque de maladies cardiovasculaires. Bon, alors comment les investigateurs de Framingham vont se débrouiller avec ces résultats décevants concernant le cholestérol? Ils vont avoir de la chance parce que juste à ce moment-là, on va introduire en biologie médicale une nouvelle technique qui permet de séparer différentes fractions des lipoprotéines, des transporteurs du cholestérol. Et on va identifier ce qu'on appelle des HDL et des LDL avec des densités différentes. Et ils sont chanceux parce qu'ils constatent que les HDL, qu'ils vont appeler bon cholestérol, eh bien, ils sont associés avec une diminution du risque cardiovasculaire. Ce n'est pas très, très significatif, mais ça l'est. Et du coup, l'autre fraction du cholestérol, les LDL, c'est une lipoprotéine, ce n'est pas seulement du cholestérol, va être appelé le mauvais cholestérol. Le cholestérol est une molécule précieuse pour le corps. Donc, la plus grande partie de notre cholestérol est fabriquée par le foie. Selon les études, on trouve entre 70 et 80% du cholestérol qui est fabriqué par le foie. Et le reste est apporté par l'alimentation. On va partir du foie. Et ce foie, en fait, va produire le premier type de cholestérol qu'on appelle le cholestérol LDL. Alors, que veut dire, en fait, LDL? En fait, le LDL, c'est une lipoprotéine. C'est-à-dire c'est un assemblage avec des graisses et des protéines. Moi, j'appelle ça un petit sous-marin. Donc, souvent, je dessine un petit sous-marin comme ça, où, en fait, on a des molécules de cholestérol à l'extérieur et on a des molécules de cholestérol aussi à l'intérieur dans ce qu'on appelle la cargaison. Et à l'intérieur, on va trouver des vitamines, des graisses. Donc ces graisses sont sous forme de triglycérides. Et puis des vitamines. Les trois vitamines, c'est les vitamines A, D, E, K, avec aussi du cholestérol. Ce petit sous-marin-là, il va aller vers les organes. Et en fait, il va aller s'arrimer à une cellule. Donc vous allez avoir un récepteur que la cellule en fait va émettre pour dire j'ai besoin qu'on me livre en triglycérides, en cholestérol et en vitamines liposolubles. Et puis parfois, la cellule va avoir trop de cholestérol, donc à ce moment-là, elle va faire la même chose. Elle va dire j'ai besoin qu'on me débarrasse de cet excès de cholestérol ou de choses qui sont un petit peu abîmées. Et donc on va avoir un autre type de lipoprotéine. Donc on va appeler cette fois le HDL. Et c'est le même type de sous-marin qui va venir s'arrimer à la cellule et ramener vers le foie, ici je vais écrire que c'est le foie, ramener vers le foie les choses dont la cellule n'a plus besoin, qui sont abîmées ou qui sont en excès. Et c'est pour ça qu'on attribue à ce HDL un rôle, entre guillemets, dit déboueur, puisqu'il va ramener des choses dont la cellule n'a plus besoin. Et c'est aussi pour ça que dans la tête des gens, le HDL il a ce rôle de nettoyeur, alors que le LDL il a plutôt un rôle d'encrasseur, parce qu'il va livrer des choses. Pour montrer à quel point cette histoire de bon cholestérol et de mauvais cholestérol est ridicule ou absurde, on pourrait aussi dire qu'ici ce serait l'hôpital, ici ce serait le lieu d'un accident, et dans ce cas-là, l'ambulance qui va vers l'accident, on va le dire qu'elle est mauvaise, alors que l'ambulance qui revient vers l'hôpital, on va dire qu'elle est bonne. L'organe qui est le plus riche en cholestérol, c'est le cerveau. Il est important dans le fonctionnement du neurone lui-même, bien sûr, mais il est surtout important dans la transmission des influx nerveux, la transmission de l'électricité, c'est ça le fonctionnement du cerveau, d'un neurone vers un autre. Et vous savez qu'il y a des tubes, un peu comme des tubes électriques, qui partent d'un neurone pour aller vers un autre. On appelle ça des axones. Ces axones, pour être parfaitement fonctionnels, ils doivent être protégés par ce qu'on appelle une substance qui est la myéline, et la myéline, c'est essentiellement du cholestérol. Donc si vous avez un déficit de production du cholestérol dans le cerveau, le premier effet, ça sera un déficit de l'intégrité de la myéline, c'est-à-dire la protection de l'axone.
On peut comparer ces acides gras à un véhicule avec plusieurs places. Et pour les acides gras saturés, toutes les places vont être occupées. Donc les acides gras saturés, on peut les trouver dans le suif, dans la graisse de canard, le beurre aussi, le saindoux. Donc on a une graisse qui est stable et qui est solide à température ambiante. Pour les acides gras monoinsaturés, on va retrouver la même structure, mais il va y avoir une place qui est libre. Donc là, ce sont les acides gras monoinsaturés. Là, l'une des huiles qu'on connaît le plus, c'est l'huile d'olive. Et enfin, on va avoir des huiles polyinsaturées, des acides gras polyinsaturés. Et là, il y aura dans ces acides gras plusieurs places libres. Donc ici, en huile polyinsaturée, on peut avoir le colza, le coton, le maïs. Alors dans beaucoup d'études, ces huiles font effectivement baisser le cholestérol. Les graisses monoinsaturées, le type huile d'olive, ont un effet assez neutre sur le cholestérol. Et dans beaucoup d'études qui ont été mises en avant par les gens qui, à cette époque-là, ont mis en place ce dogme, les graisses saturées, dans certaines études, donc, faisaient monter le cholestérol, mais pas dans toutes les études. Cette histoire de cholestérol, immédiatement, est entrée en relation avec des intérêts industriels notamment. D'une part, et surtout au début de l'industrie agroalimentaire, qui s'est mis à sélectionner et à promouvoir des aliments qui allaient dans le sens des recommandations d'Anselkis, qui justement disait il faut manger moins gras, il faut faire... Donc il y a eu une véritable convergence d'intérêts entre l'industrie agroalimentaire et ce qu'on appelait à ce moment-là déjà les prohibitionnistes du cholestérol, ceux qui voulaient absolument considérer le cholestérol comme l'ennemi public numéro 1. Et donc là, l'industrie va trouver le moyen de stabiliser ces graisses polyinsaturées, ces graisses végétales, pour en faire des matières qui vont être stables, comme du beurre, mais qui vont être moins chères que du beurre et qui vont avoir cet argument qu'elles sont faites à partir de matières graisses végétales. Dans les années 70, Marie Hennig a commencé à s'intéresser à tout cela. Elle s'est aperçue que l'augmentation de la consommation de graisses trans était parallèle à l'augmentation des cancers. C'est seulement une association, mais elle l'a noté et quand elle a commencé à poser des questions, elle a eu des expériences du style des industriels, des huiles végétales débarqués dans son bureau. Le président de l'association des producteurs de margarine est venu lui dire qu'elle avait intérêt à arrêter cette recherche. En 1948, le groupe Procter & Gamble, fabricant de l'huile Crisco, une huile végétale, a désigné l'Association américaine du cœur comme bénéficiaire des gains d'un concours appelé le Walking Man. Du jour au lendemain, et c'est dans l'histoire officielle de l'Association américaine du cœur, ils ont reçu des millions de dollars. Et cela les a propulsés vers ce qu'ils sont aujourd'hui, une association nationale avec des succursales dans tout le pays. L'argent s'est mis à couler à flot. Et ce sont les mots mêmes dans l'histoire officielle de l'association. Et par la suite, l'Association américaine du cœur a commencé à recommander de remplacer les graisses saturées par les huiles polyinsaturées que sont les huiles végétales. C'était évidemment un énorme soutien pour des produits comme l'huile Crisco. Le rôle de l'Association américaine du cœur a évolué d'un soutien à la recherche autour des maladies cardiaques, comme c'était le cas au début, vers un rôle d'informateur sur ces maladies. Ce qui signifiait faire peur aux gens avec les maladies du cœur pour qu'ils donnent de l'argent à l'Association américaine du cœur, de sorte qu'elle puisse dépenser encore plus d'argent pour faire peur avec la maladie et au passage créer des postes bien confortables. Plusieurs hypothèses bataillent contre l'écrasante théorie du cholestérol. Kilmer-McCulley découvre le cas de très jeunes enfants morts d'infarctus. Atteints d'un défaut génétique rare, ils ne fixent pas les vitamines B, ce qui engendre une trop grande quantité d'une substance appelée homocystéine dans l'organisme. McCulley fait l'hypothèse que les plaques dans les artères se développent lorsque cette homocystéine est en excès.
Le directeur de la communication de l'hôpital général du Massachusetts m'a dit de la fermer et qu'il ne voulait plus jamais entendre le nom de McCulley associé avec l'hôpital ou avec Harvard. Dr. George Mann, a veteran heart researcher, says diet has nothing to do with heart disease. Dr. Mann points to his own studies with the Maasai tribe of Tanzania. George Mann est allé au Kenya et a étudié les guerriers Maasai qui vivent principalement de viande, de sang, de lait de leurs troupeaux. C'était un régime extrêmement riche en graisses saturées et ils n'avaient pas de maladie cardiaque. Ils avaient un taux de cholestérol très élevé, mais pas de maladie cardiaque. Il était très amer. Il m'a raconté, et cela ne m'étonne pas car j'ai entendu des histoires similaires de la part d'autres chercheurs, qu'un jour, il était à l'Institut national de la santé, où il avait d'ailleurs occupé des positions prestigieuses. Une secrétaire l'a appelé dans le couloir et lui a dit « Dr Mann, si vous continuez à vous opposer à Ancel Keys, vous allez perdre vos financements de recherche. » Et quelque temps plus tard, ce fut le cas. Et il s'est mis à dénoncer davantage ce qu'il appelait la mafia du régime du cœur. Ce groupe de gens avec Ancel Keys, Jeremy Stamler, Yves France, une petite coterie d'experts qui semblaient contrôler les débats sur la nutrition. On leur confiait les principales études. Ils faisaient partie des panels d'experts qui accordaient les financements de recherche à l'Institut de la santé. Ils étaient lecteurs dans les principaux journaux scientifiques. Ils se validaient mutuellement leurs articles. Bref, pour George Mann, cela ressemblait à une mafia. John Yudkin était un physiologiste britannique très préoccupé par le lien entre consommation de sucre et maladie cardiaque. Il était vraiment devenu le porte-parole de ceux qui voyaient dans le sucre un risque cardiovasculaire. Et il avait réussi à capter l'attention des médias et du grand public. Et en 1964, l'industrie du sucre a commencé à sérieusement s'inquiéter des preuves qui émergeaient liant sucre et maladies cardiovasculaires. John Hickson, le vice-président de la Sugar Research Foundation, a déclaré qu'il y avait des flots d'études provenant de laboratoires comme celui de Yudkin qui prouvaient que le sucre cause les maladies cardiaques et qu'il fallait passer à l'action. En 1965, une série d'articles dans les annales de médecine interne est reprise par le New York Herald Tribune, un concurrent du New York Times à l'époque. Une pleine page dans l'édition du dimanche posait la question: est-ce le gras ou le sucre qui cause les maladies cardiaques? Et le journal poursuivait: jusqu'à présent, le lien avec le sucre était théorique, mais de nouvelles preuves viennent renforcer l'hypothèse du sucre coupable de déclencher les maladies cardiovasculaires. Et donc, quelques jours seulement après la parution de cet article, les responsables de l'industrie du sucre décidaient de lancer le projet 226. Il s'agissait de confier à des chercheurs de Harvard une revue de la littérature scientifique sur le sujet et de publier une critique de tous les articles liant le sucre aux maladies cardiaques. Pour prouver définitivement le rôle du cholestérol dans les maladies cardiovasculaires, alors qu'une majorité de scientifiques restent sceptiques, l'Institut de la santé américain lance en 1977 LRC, un essai clinique avec 3800 hommes au cholestérol très élevé. Un groupe test est mis au régime pauvre en cholestérol et reçoit un médicament, la cholestéramine, qui fait baisser le taux de cholestérol dans le sang. Alors on a obtenu un petit quelque chose sur les maladies cardiovasculaires, pas grand-chose, une petite diminution des infarctus, mais d'une part, on perdait en mortalité totale, il n'y a rien qui sortait, c'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'il y avait plus d'accidents, d'autres causes finalement par rapport à ceux qu'on avait évités. Le cholestérol, en voilà un mot qui fait peur. C'est la hantise des suralimentés qui ne savent plus qu'ils le sont. C'est la cause de la maladie la plus grave des pays développés, l'athérosclérose, mortalité plus grande que la tuberculose, le cancer et les accidents de la route réunis, nous dit-on, disent les statistiques en tout cas. Une découverte est annoncée.
Il se passe quelque chose en France d'assez spectaculaire, c'est qu'il y a une intoxication avec des pesticides qui ont été déversés sur des cultures, et des cultivateurs ont inhalé ce produit et ont été malades, et parmi les troubles qu'ils ont et qu'on constate à l'hôpital, leur taux de cholestérol s'est effondré. Et il y a quelqu'un qui regarde ça, qui s'appelle Cotet, qui dit « mais bon d'accord, c'est très grave, mais c'est intéressant quand même cette histoire ». Et il en parle à un de ses amis qui travaille dans une firme pharmaceutique anglaise qui s'appelait ICI à l'époque, et qui lui dit « écoute, on est tombé sur ce produit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, puisque toi tu essayes de faire baisser le cholestérol et tu n'y arrives pas ». Et ce scientifique s'appelait Michael Oliver. Et en effet, il se dit, on va essayer de développer une molécule, un médicament à partir de ce pesticide pour essayer de faire vraiment baisser le cholestérol. Alors l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, s'est mis de la partie, a missionné Michael Oliver pour lancer une très grande étude européenne où on allait prendre une dizaine de milliers d'hommes et puis les tirer au sort. La moitié prendrait ce fameux clofibrate qui fait baisser le cholestérol et puis l'autre moitié prendrait un médicament inerte, ce qu'on appelle un placebo. Et on va les suivre pendant plusieurs années pour voir ce qui se passe. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais c'est encore un désastre. C'est-à-dire que non seulement on n'obtient aucun résultat sur les maladies cardiovasculaires, mais en plus on découvre que les gens traités font plus de calculs de la vésicule, même plus de cancer. C'est le bide total. Donc nos fibrates sont mal partis, sauf un, parce qu'il y a un laboratoire français, le laboratoire Fournier, qui a une idée assez géniale. Lui, le sien s'appelle le Lipentil, c'est son nom de marque. Et il décide de ne pas faire d'études, ce qui est quand même très malin. Très malin, il se dit plutôt que de faire des études qui ne marchent pas, on va faire du marketing. Et donc eux, ils montrent juste qu'ils font baisser le cholestérol et ils investissent l'argent plutôt dans les congrès de médecins, dans les congrès de cardiologues, dans la communication. Et ce Lipentil devient finalement le leader du marché en Europe, alors que c'est le seul qui n'a pas fait d'études, ce qui montre quand même l'extraordinaire fragilité de la science médicale. C'est l'étude du docteur de Lorgeril en 1999. Il a une approche très originale. Il s'est dit, et si c'était plus compliqué que ça? Et plutôt que de faire des régimes qui font baisser le cholestérol, il a pris le problème complètement à l'envers. Il s'est dit, qu'est-ce que mangent les gens qui ne font pas d'infarctus? Et il a identifié le régime méditerranéen, c'est-à-dire le pourtour de la Méditerranée, est vraiment un endroit où on fait très très peu d'infarctus. Les gens de moins de 75 ans font 8 fois moins d'infarctus dans le bassin méditerranéen que les Finlandais, 4 fois moins que les Écossais. C'est pas 40%, c'est 4 fois moins, 8 fois moins. Donc il se passe quelque chose. Et il a regardé, en fait, ça ne correspondait pas du tout au régime anti-cholestérol. C'était une autre forme de régime. Notamment l'huile d'olive, qui normalement était interdite dans les régimes contre le cholestérol, était largement utilisée par ces pays. Le fromage de chèvre ou de brebis, qui est normalement interdit puisqu'il contient des graisses animales, était utilisé par ces populations. Et même un petit peu de charcuterie. Les Espagnols, les Italiens, le sud de la France, on ne peut pas dire qu'ils ne mangent pas de charcuterie. Ils s'obstinent avec les champions du monde du non-infarctus. Et donc il s'est dit, on va faire autrement. Plutôt que de faire des régimes calibrés pour faire baisser le cholestérol, on va dire aux gens, faites ce régime en effet avec de l'huile de tournesol, enfin les trucs habituels, et puis les autres, mangez méditerranéen. Et il a fait 2 groupes tirés au sort. Il a obtenu un résultat extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a eu 50% d'infarctus en moins dans le groupe régime méditerranéen par rapport au groupe régime traditionnel. On était dans de la prévention secondaire, c'est des gens qui avaient déjà fait un infarctus. Probablement, c'est cette association d'apport en huile d'olive, en huile de colza et aussi en antioxydants naturels apportés par les fruits, les légumes, le vin rouge aussi, qui probablement a protégé nos patients. Les statines deviennent le médicament le plus prescrit des années 2000. 220 millions de personnes en consomment dans le monde. L'arrivée des statines, c'était absolument extraordinaire. On était sidérés. Tout d'un coup, on avait une pilule qu'on pouvait donner aux gens qui avaient eu un infarctus. Et puis, ça diminuait la mortalité, le risque de récidive, etc. C'était fabuleux. 85% des essais cliniques et même 97% des essais les plus importants sont sponsorisés par les labos privés. Or, on a calculé qu'il y a 5 fois plus de chances qu'on trouve un effet positif au médicament lorsque l'essai est financé par un laboratoire privé, comparé à un essai sur le même médicament financé par un institut public. C'est pas mal comme augmentation des chances. On a tendance à considérer que les études scientifiques sont objectives.
Mais quand on regarde la manière dont tout le système est organisé, on réalise que les firmes privées conduisent les essais cliniques pour promouvoir la vente de leurs médicaments. Donc à l'époque, malgré les doutes qu'on avait sur certaines études qui n'arrivaient pas à reproduire les résultats initiaux, sur le fait que le médicament était aussi efficace chez des gens qui n'avaient pas de cholestérol que ceux qui en avaient, il y avait quand même personne ou presque qui osait s'opposer ou en tout cas se poser des questions. On était face à un marché, les statines, qui se comptait en dizaines de milliards de dollars. Donc quelqu'un qui émettait un doute sur les statines dans un congrès médical, un cardiologue, il avait peu de chances d'être réinvité, si vous voulez. Donc c'était vraiment, il fallait être suicidaire pour aller critiquer les statines. Et donc, c'était des statines pour tout le monde. La jeune fille sous pilule dont le cholestérol augmente, la petite dame de 85 ans qui avait un petit peu de cholestérol. Enfin, c'était vraiment l'open bar pour les statines partout, quoi. Et au grand bonheur des sociétés savantes qui avaient des partenariats, des médecins qui, du coup, pensaient faire leur devoir en prescrivant un médicament qui allait protéger leurs patients, et aux patients qui eux-mêmes étaient demandeurs parce qu'on leur avait appris à se préoccuper de leur cholestérol. Tout le monde disait, docteur, vous mettez bien le cholestérol dans mes analyses, parce que les gens voulaient connaître leur taux de cholestérol, et c'était pas facile à l'époque d'émettre un doute sur l'intérêt du médicament. Bon anniversaire. 20 ans déjà. Tu te souviens de notre premier rendez-vous? Pierre. Et là, je me suis réveillé. Un cauchemar. Vous pensez être en bonne santé, pourtant un excès de cholestérol dans votre sang peut provoquer un accident cardiovasculaire. Faites doser votre cholestérol et demandez conseil à votre médecin. Bonjour, j'aimerais prendre rendez-vous. Pour plus d'informations, 0810 741 741. C'est le matin. Et vous écoutez France Inter. Martin Vinclair, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour tout le monde. Alors, cette question ce matin, quel message terroriste peut-on voir en ce moment à la télévision? Oui, un soir au restaurant, un homme et une femme fêtent leurs 20 ans de bonheur. Toujours est-il que brusquement, l'homme s'effondre et se voit mort et enterré sous le regard éploré de sa jeune veuve. Ce spot a été commandité par l'ARCOL, une association pour la recherche sur le cholestérol, dont le conseil d'administration comprend une belle brochette de ponte de la médecine et dont les activités sont ouvertement subventionnées par plusieurs grands laboratoires. La manipulation vise ici, dans le spot, à provoquer l'angoisse des femmes, qui inciteront leurs hommes à aller consulter, et à culpabiliser les hommes, qui seraient vraiment très cons de mourir sous les yeux d'une beauté pareille, et vraiment salauds d'abandonner l'enfant blond qui saute sur le lit à la fin du message. Mais face à des hommes angoissés, qu'est-ce qui est le plus facile pour des médecins aujourd'hui surchargés de travail? Conseiller un régime et l'arrêt du tabac ou faire avaler un traitement? Et surtout, qu'est-ce qui est plus rentable pour l'industrie? Le fait d'avoir critiqué cette campagne ne lui a pas réussi, ça s'est pas bien passé pour lui. Il a été limogé, comme on dit, c'est-à-dire qu'on lui a demandé de ne plus assurer ses chroniques. Et alors, de façon incroyable, l'industrie pharmaceutique a obtenu un droit de réponse. En 2004, un scandale éclate avec un anti-inflammatoire, le Vioxx, responsable de 30 000 morts aux États-Unis. La justice met à jour que le laboratoire connaissait les effets potentiellement mortels de son médicament et les a sciemment cachés. On est au milieu des années 2000 où tout d'un coup on se rend compte que l'industrie pharmaceutique et les investigateurs travaillant pour elle peuvent raconter des histoires. Ni les doutes sur les premières études sur les statines, ni l'impossibilité de reproduire les résultats positifs ne peuvent enrayer l'obsession anti-cholestérol. Le dogme s'impose, plus le taux est bas, mieux c'est. Quand je me suis installé, en 1985, comme cardiologue, le taux normal était autour de 3 grammes par litre. Et puis, depuis que je suis installé, ce taux a baissé tranquillement et il est maintenant en dessous de 2. Ce qui, naturellement, fournit de plus en plus de gens qui sont à soi-disant cholestérol élevé. L'idée qu'il soit le plus bas possible ne répond à aucune exigence, si je puis dire, physiologique ou médicale. C'est une idée absurde qui vise simplement à encourager la consommation de médicaments. La grande révision des recommandations concernant le cholestérol en 2001 aux États-Unis a été élaborée par un panel d'experts et on a appris que 9
de ces 14 experts avaient des intérêts financiers avec l'industrie pharmaceutique. C'est très important de le savoir, parce que ces préconisations de 2001 ont quasiment triplé le nombre d'Américains devant prendre des statines. Il y a une chose aussi qu'on oublie souvent, c'est que le cholestérol, ce n'est pas du poison qui circule dans les artères. Le cholestérol, c'est une graisse fondamentale pour la fabrication de nos cellules. On ne peut pas vivre sans cholestérol. Sans cholestérol, on meurt. Donc, le but, c'est pas de faire baisser le cholestérol comme on ferait baisser de l'arsenic ou du cyanure dans le sang, si vous voulez. C'est un produit ou une famille de produits qui ont des rôles métaboliques très précieux. Et donc, quand on touche à ces équilibres, quand on déplace quelque chose pour essayer de protéger le cœur, on peut très bien altérer d'autres chaînes métaboliques fondamentales, que ce soit dans le domaine du cancer, des maladies auto-immunes, de plein de domaines. Les statines, les médicaments anticholestérol, en général, passent la barrière hématoménagée, c'est-à-dire rentrent dans le cerveau et vont perturber la synthèse du cholestérol dans le cerveau. Et ça, c'est un effet secondaire adverse terrible parce qu'il a été complètement négligé jusqu'à récemment. Et c'est vraiment sous la pression de certains médecins, de certains toxicologues, que les autorités sanitaires ont admis qu'effectivement, les statines entraînaient des troubles de la mémoire, entraînaient des troubles du sommeil, donc entraînaient une neurotoxicité. Alors c'est complètement sous-estimé aujourd'hui, et encore, malheureusement, alors que c'est un facteur toxique majeur. Il ne faut pas oublier que la maladie d'Alzheimer, ça commence aussi par des troubles de la mémoire, par des troubles du sommeil. Et donc on peut dire que les statines, alors on aurait besoin d'études supplémentaires, c'est bien sûr, mais on a l'impression aujourd'hui que les statines, c'est comme si elles nous poussaient vers la maladie d'Alzheimer, d'autant plus que les statines sont aussi des substances diabétogènes et que le diabète est un facteur de risque majeur pour développer une maladie d'Alzheimer. On dit même que la maladie d'Alzheimer, certains disent que la maladie d'Alzheimer, c'est un diabète de type 3. Sur ce graphique, qui est extrait d'un article publié en 2004 dans le British Medical Journal, donc un journal tout à fait sérieux, on a les années ici, et puis on a l'incidence, ou disons le nombre d'hospitalisations pour infarctus au Royaume-Uni, en rouge. On voit que la courbe est plate concernant les infarctus. Par contre, il y a une explosion littéralement de la prescription de statines. Évidemment, si les statines étaient efficaces sur la prévention de l'infarctus, on aurait vu une diminution des infarctus, des hospitalisations pour infarctus. Autrement dit, la droite rouge aurait croisé la droite de prescription des statines. Vous voyez, ce n'est pas du tout ce que l'on voit.